La deuxième clé que je voulais partager rapidement avec vous ce matin est la suivante. Deuxième clé qui permet pour un leader engagé de développer l'efficacité collective de ses équipes, c'est donc de développer, renforcer l'esprit d'initiative et de prise de décision. Je crois, en effet, dans l'entreprise, comme dans une équipe de force spéciale, qu'on est souvent confronté à des besoins de prise de décision. Et de mon point de vue, ça peut se discuter, mais j'ai la conviction, par expérience quand même, que la plupart du temps, la non-décision se révèle être la plus mauvaise des décisions. Tout simplement parce qu'on laisse à l'adversaire ou au hasard le choix de décider, et objectivement, il y a peu de chances que ça nous soit favorable. Ça ne veut pas dire que je considère qu'on doit toujours prendre une décision là, maintenant, tout de suite. C'est intéressant de regarder quelle est la fenêtre de tir pour cette prise de décision. Parfois, on a encore un peu de temps. Et donc, si on estime que les choses ne sont pas assez claires, alors à ce moment-là, on va engager des moyens pour essayer d'avoir plus d'informations en ayant clairement en visuel la date limite, où on sait qu'à partir de là, on va sortir de notre fenêtre de tir et on risque d'être hors délai, ou de ne plus avoir le temps, de ne plus avoir la possibilité de saisir cette opportunité en prenant cette décision. Je suis clair ? Je vous donne un exemple. On est, imaginez, sur un théâtre d'opération militaire, vous avez une équipe de forces spéciales qui progresse à pied. Ils vont se mettre en place sur une embuscade quand, à un moment, patatras, ils sont pris à partie par des tirs en provenance de 2 maisons isolées. Le détachement se poste, il est fixé, ils ne peuvent quasiment plus bouger parce que les tirs commencent à s'intensifier. Ils n'arrivent pas à identifier le départ des tirs. En revanche, à un moment, ils voient passer une femme et un enfant entre les 2 maisons. Il y en a déjà qui ont compris que les décisions ne vont pas être faciles à prendre. C'est comme dans le monde de l'entreprise. On est toujours confronté à des décisions difficiles. Là, en l'espèce, le chef de détachement sait que le temps joue contre lui et que s'il attend trop, les tirs vont continuer à se préciser, à s'intensifier et donc à devenir de plus en plus vulnérants pour son équipe. À ce moment-là, il n'a que 2 options possibles. Si vous en avez une troisième, je suis preneur. Option numéro 1, faire manœuvrer son détachement pour identifier le départ des tirs et pouvoir les neutraliser. Mais en faisant ça, il va devoir exposer ses équipes, et donc avec des risques importants pour la vie de ses hommes. En revanche, il épargne la vie de la femme et de l'enfant. Option numéro 2, il prend sa liaison radio sol-air, il demande un appui aérien, et dans les 18 minutes, tiré à plus de 5000 mètres de là, poum, les 2 maisons volent en éclats. Avantage, il a épargné la vie de ses hommes. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on sait qu'il n'y avait pas que des tireurs dans ces 2 maisons isolées. Même s'il rend compte à son patron à 300 km de là, peut-être au mieux à 50 minutes hélico, et qu'il a le temps de rendre compte de la situation. Le patron va regarder sa carte au mur. Qu'est-ce qu'il peut dire, le patron ? Bah oui, il peut lui dire « priorité, la vie de tes hommes ». Ou il peut lui dire « priorité, la vie des victimes innocentes ». Mais qui peut dire que c'est la décision la plus adaptée à la situation ? Qui est le mieux placé à ce moment-là pour prendre la décision la plus adaptée à la situation ? Le gars qui est sur le terrain. Celui qui, vous savez, vous avez vu le film Gladiator, hein, celui qui va ramasser la terre et qui va la sentir, qui va sentir le vent, qui va ouvrir grand ses chakras, en se mettant en position tête haute pour essayer d'identifier toutes les menaces et toutes les opportunités de son terrain et pouvoir saisir les opportunités et éviter les menaces. Cet exemple, c'est un exemple qui est assez courant dans les unités spéciales où on travaille beaucoup avec des unités, avec des équipes décentralisées, d'où la nécessité de développer l'esprit d'initiative
et de décision. Alors comment on fait ça? Et ça peut se faire exactement de la même manière en entreprise. Eh bien, d'abord, la première chose, et mon conseil, c'est d'appliquer ce que les militaires appellent le principe de subsidiarité. La subsidiarité, c'est le principe de responsabilisation du plus petit niveau compétent. Je m'explique. Vous prenez un problème donné et vous regardez. Le chef, il est compétent pour traiter? Oui. Le sous-chef aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui, non. Bing. On remonte d'un clic. Et à partir de maintenant, c'est ton singe. C'est à toi de régler ce problème. Pourquoi voulez-vous engorger toute la chaîne de décision si à ce niveau-là déjà, le gars a les prérogatives et les compétences pour traiter du problème? Alors on ne va peut-être pas le laisser tout seul. On peut l'accompagner, son manager, il a un rôle important à jouer. Il ne dit pas c'est ton singe et tu te démerdes. Et à bon entendeur, salut. Voilà, c'est pas pour développer l'esprit d'initiative comme ça, zéro. Non, il va falloir l'accompagner, cette personne. Mais à partir de là, c'est quand même elle qui est la mieux placée pour prendre les bonnes décisions. Et j'ai la conviction, écoutez bien, que plus on évolue en environnement incertain, plus il est important de décentraliser la prise de décision. Ce que je viens de vous dire, c'est contre-intuitif. Car la plupart du temps, dans mon cas en tout cas, lorsque j'étais jeune manager, lorsque je voyais s'obscurcir mon univers, oh là, je reprenais les rênes et oh oh, jolly jumper. À partir de maintenant, j'y vois plus rien, donc je pilote à vue, moi. À vue, je vois rien. Donc je pilote pas à vue. Je me rassure, mais je pilote rien du tout. Le bon commandant dans ces cas-là, c'est celui qui va laisser ses équipes dans la profondeur, au contact. D'abord, qui va aller chercher le maximum d'informations et qui va laisser ses équipes au contact proposer des décisions qu'ils jugeront eux adaptées en fonction de leur vision du terrain. Et si on a du temps, eh bien, le manager, il agit en chef d'orchestre, il va questionner, il va challenger les décisions, il va accompagner. Et si on n'a pas de temps, eh bien, ils vont décider. Et puis après, on tirera les leçons de ces décisions. On verra si ça a été une décision adaptée ou pas. On comprendra pourquoi elle a été prise et on s'améliorera pour le coup d'après. Il y a une autre, c'est à la fois très important, je vous l'ai dit, non seulement pour désengorger le système de décision. Je vois trop de structures, trop centralisées, où les managers sont étouffés et où, résultat, on manque de proactivité. Ça ne va pas assez vite parce qu'il ne peut pas tout faire, le manager. Il a des équipes, il faut s'appuyer sur eux. Ça a une autre vertu, c'est celle de la responsabilisation et de la valorisation. Si c'est moi, manager, qui prends toutes les décisions, comment je peux faire monter en compétence mes collaborateurs? Et je finis par créer des collaborateurs attentistes. Ah, le chef n'a pas dit, on ne fait pas. Ah ouais, mais c'est une connerie. Ah bah ouais, mais il n'a pas dit. Vous rigolez, mais il n'y a pas longtemps, je suis intervenu dans une grande banque. On a travaillé avec eux pendant plusieurs mois parce que le patron n'arrivait pas à le croire. Ses équipes ont appliqué en connaissance de cause une procédure inadaptée qui leur a conduit à se heurter au mur. Ils savaient que c'était inadapté, mais ils ont quand même appliqué la procédure. Il était mécontent après ses équipes. OK. Quand on a analysé la situation, on a compris que si les équipes n'appliquent pas la procédure, le département de la compliance leur supprime le bonus. Ils appliquent la procédure. Ouais, mais c'était une connerie. Ah ouais, mais la compliance, ils veulent qu'on applique. Ah bah donc on a appliqué. Vous voyez comment le serpent se mord la queue, là? On va avoir du mal à en sortir par le haut si on ne casse pas à un moment le système et qu'on ne réorganise pas les choses de manière un peu plus intelligente. Donc la responsabilisation, inciter les gens à dire « stop, alerte, là on a un problème, on propose telle chose, ok, c'est pas compliance, c'est pas machin, mais alors au moins parlons-en, remonter l'info, prendre des décisions, débriefer ensemble, là on valorise les gens, là on avance, là on les rend autonomes, responsables, et puis ok, on casse parfois des œufs, mais je vais y revenir, mais on en tirera les leçons. Dernière chose, si on veut renforcer l'efficacité, l'esprit de décision et la prise d'initiative de ces équipes, après l'application du principe de subsidiarité,
après l'accompagnement et l'exemplarité, il y a une dernière chose. Alors là, pour les Français, asseyez-vous bien. Mais en fait, non, je crois que ça ne va même pas vous piquer aux yeux parce que quand on a parlé avec Michel la première fois, j'ai été surpris. J'ai dit, bah, pour une fois, d'habitude, j'ai des patrons qui disent oui, mais pas trop. Et là, pour une fois, il m'a dit, ah bah oui, je suis d'accord avec ça. C'est l'acceptation du droit à l'erreur. C'est très anticulturel, ça, en France. L'acceptation du droit à l'erreur. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de processus créatif, il ne peut pas y avoir d'amélioration continue s'il n'y a aucune acceptation de l'erreur. J'ai même aujourd'hui, depuis peu, parmi mes clients, une entreprise dans des domaines hypersensibles qui a réintroduit l'obligation de prendre en compte le droit à l'erreur et l'obligation de remonter des risques, etc., de la part de ses collaborateurs. Tout ça parce qu'ils ont analysé, comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer un jour un ancien de la NASA qui me parlait des navettes Challenger et Columbia. Vous savez, ce sont ces deux navettes spatiales qui avaient explosé. On trouve d'ailleurs sur Internet pas mal de matière là-dessus. Eh bien, les techniciens, les ingénieurs de la NASA avaient identifié que les joints posaient problème. Je n'ai jamais lu nulle part qu'ils avaient la certitude que les joints allaient faire exploser la navette. Sinon, j'ai la conviction qu'ils auraient quand même dit quelque chose. Mais là, la probabilité de concrétisation du risque a dû paraître très faible, mais le risque était clairement identifié et n'a jamais été remonté. Pourquoi ? Parce que la stratégie, le mot d'ordre de la NASA à l'époque, c'est « le succès n'est pas une option ». C'est le succès ou le succès. Pas de droit à l'erreur. L'échec n'est pas envisageable. Ah bah, vous dites ça à un légionnaire, vous êtes tranquille, hein, vous ne saurez plus jamais la vérité. Hein. T'as compris ? Oui, il y a un problème. Non, ma lieutenant. Et il sait que derrière, il y a un trou gros comme ça. Et on est tous morts, là, pour le coup. Et oui, ça conduit au mensonge. C'est ce qui s'est fait, hein, mensonge par omission, à la NASA. Et donc aujourd'hui, je vous dis, je vois de plus en plus d'entreprises dans des domaines hypersensibles qui réintroduisent ça, mais alors de manière très forte, parce que les gens se disent ouais, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils font. Alors, c'est sûr que si vous dites ça et que vous crucifiez le premier gars qui a fait une erreur, c'est fini après. Hein. Crédibilité zéro et plus jamais personne ne remontera le problème. Mais si on l'incarne vraiment, ça marche. Alors attention, ce qui n'est pas acceptable, pour moi, ce n'est pas l'erreur. Ce qui ne serait pas acceptable, ce serait de ne pas tirer les leçons de ces erreurs. Sinon, on ne peut jamais s'améliorer. Okay ? Mais il ne peut pas y avoir de processus créatif. Regardez le nombre d'inventions qui sont le fruit d'erreurs. Il ne peut pas y avoir de processus créatif s'il n'y a pas d'acceptation à l'erreur. On ne fait jamais bien du premier coup dans tous les domaines. Il y a des tas de trucs où on échoue une fois, deux fois, et on va finir enfin par trouver le bon truc, et ça passe. Mais parce qu'on a su tirer les enseignements. Churchill, que j'aime beaucoup citer, a plein de citations extraordinaires. Il en a une sur l'erreur, où il disait « Le succès, une succession d'erreurs. »